Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette nouvelle séance de l'Université populaire Art, Littérature, Cinéma, Musique, etc. On est vraiment ravis que vous soyez aussi nombreux, puisque nous avons ouvert ce soir 2 salles à Pessac et que nous sommes en direct avec 21 cinémas. Et donc j'ai l'immense plaisir d'accueillir l'acteur et le réalisateur du film L'Innocent, Louis Garrel. Qui avait peur qu'il n'y ait pas trop de monde dans la salle. Il m'a dit, il n'y a pas grand monde, il va y avoir des sièges vides, etc. Ben oui, parce que, bonjour tout le monde, merci d'être aussi nombreux. Je suis carrément très heureux. Et moi j'ai joué au théâtre devant des salles vides. Il m'est arrivé des fois de projeter des films dans lesquels je jouais devant des salles vides. Je sais que ça existe, donc à chaque fois, Paul il était comme ça, non, je ne sais pas s'il y aura beaucoup de monde et tout ça. Bref. Paul, c'est celui qui m'accompagne, qui est à la distribution du film. Ad vitam. Ad vitam. Et du coup, non, vraiment très heureux de savoir que vous êtes aussi nombreux. Et alors, virtuellement, c'est comme les débats de Jean-Luc Mélenchon, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Donc là, jamais fait ça de ma vie, donc ça va être, il faut se le représenter. Donc là, il y a une vingtaine de salles qui retransmettent la chose. Exactement, en direct, en ce moment. J'ai donné la liste des salles. Donc je dis bonjour à tous ces gens que je ne peux pas voir, mais je leur dis bonjour. Bonjour à tous. Et alors, ça se trouve, on s'adresse à des salles vides. Et ça se trouve, d'accord. Bah déjà, vous avez au moins celle-là et celle d'à côté qui sont remplies. D'accord, ok, super. En tout cas, sachez que si vous n'êtes pas beaucoup, ici on est beaucoup. Voilà, là-bas vous êtes vide, et ici il y a beaucoup de gens. Il y a une super ambiance ici, puis chez vous c'est nul peut-être, mais en tout cas, nous c'est super. Voilà. Mais ce qui est fou, c'est que je me suis dit une chose. Peut-être pas. La salle de cinéma de Pessac est presque plus grande que la place de la ville. Non, mais quand vous y pensez, c'est fou, non? On va le dire à monsieur le maire. Non, je sais pas. Non, mais c'est un orgueil d'avoir une salle de cinéma aussi grande dans un village aussi célèbre. D'accord. Vous êtes célèbre. Ok. Vous avez la meilleure boisson du monde. Tout le monde vous connaît, tout ça. Non, mais le cinéma est immense. C'est incroyable. Bref, voilà. L'Innocent. Un mot sur L'Innocent. Alors, L'Innocent. Écoutez, non, c'est un film qu'on a fait à Lyon, qui est une ville que je vous recommande, vraiment vachement. Non mais ça c'est vrai en plus, c'était très agréable. C'est une ville, c'est pas une ville. Bordeaux par exemple, je suis allé à Bordeaux, il y a un côté majestueux, faste et tout ça. Lyon aussi est très belle, mais il y a un côté miniature et c'est ce que je voulais pour le film. Et je suis tombé amoureux de cette ville. Et on a tourné en novembre-décembre dernier. Et c'est un film que j'ai voulu le plus divertissant possible, le plus aventureux possible, drôle. Donc si vous riez pas, vous pourrez vous venger sur moi après, je serai dans le couloir. Donc mon plaisir, voilà, c'était le fait de... Je raconte des choses un peu autobiographiques dans le film. Enfin, je suis parti d'un truc d'enfance, quoi. Enfin, d'enfance. D'adolescence. D'adolescence. Et après, il ne s'agissait pas du tout de faire une chronique, il s'agissait de faire un film, disons, avec l'esprit italien, on pourrait dire. À l'italienne, voilà, c'est ça. C'est-à-dire d'être un peu tragique et comique en même temps. C'est parce que moi je trouve que, comme spectateur, à part certains grands metteurs en scène, qui m'impressionnent beaucoup, et si je ne ris pas, c'est pas grave, mais dans un film, si je ris pas, j'ai l'impression qu'on m'a volé, quoi. J'ai l'impression qu'on m'a arnaqué. Il faut que je rie un peu. Donc là, j'espère que vous rirez ce soir à Pessac. Merci beaucoup, on se retrouve... C'est tout ce qu'on dit. Ah non, après je reviens. Oui, après on revient. Ah d'accord. Bah oui, quand même, okay. Heureusement. Bon, ah oui, non, je le dis, voilà. Je le dis tout le temps. Je m'adresse à la personne qui ne voulait pas vraiment venir ce soir, mais qui est amoureux de la personne qui l'a emmené. Le film dure 1h35, donc c'est pas très long. Vous avez le droit de sortir, ne dérangez. Si vous vous êtes mis au milieu, je sais que vous vous sentez piégé. Vous pourrez pas sortir, mais voilà, c'est 1h35. J'aime bien dire ça parce que c'était Jean-Claude Carrière qui était vraiment qui a été mon grand ami et qui m'a appris beaucoup de choses sur le scénario. Il me disait toujours cette phrase de Coluche qu'il adorait, alors qu'il avait fait 200 films, qui est une phrase complètement idiote, mais assez juste. Les films, c'est bien, mais il y a souvent 1 heure de trop. Et Jean-Claude me disait toujours cette phrase. Fais attention, Louis, il y a toujours 1 heure de trop. Coluche l'a dit, et à mon avis, tout le monde le pense. Donc voilà, donc j'espère que ça ne sera pas trop le cas ce soir. Non. Bon, alors on dit à tout à l'heure. Exactement. Bonne projection, et merci d'être là si nombreux. Je suis vraiment très touché. Merci beaucoup. Merci. Merci Louis Garrel.
Merci beaucoup pour cet accueil chaleureux. Et donc on va pouvoir enchaîner. Je vais lancer comme à l'habitude un peu les échanges avec quelques questions et puis le micro passera dans la salle à Pessac, mais je pourrai évidemment aussi relayer les questions par SMS des autres salles très rapidement. Alors, merci d'abord beaucoup pour le film, merci d'être venu. Vous disiez en introduction tout à l'heure qu'il y avait une forme d'inspiration, un peu, un point de départ autobiographique. Pouvez nous en dire un mot ? Vous voulez qu'on commence par... Est-ce que ça va ? Ça allait ? C'est bien passé ou... Ça va, pas trop d'ennuis ? Bon, d'accord. Ah, ça me fait plaisir. Non, je me souviens parce que quand j'étais petit, il y avait un livre de Peter Brook que je n'avais pas encore lu parce que j'étais trop petit, sur la table de chevet de ma mère, et qui s'appelait, le titre, c'était « Le diable, c'est l'ennui ». Ça, c'était vraiment la maxime de Peter Brook. Et je ne sais pas pourquoi, ça m'a toujours marqué. Bon, bref. Oui, non, je me suis inspiré d'une expérience privée, puisque ma mère a fait des interventions beaucoup dans des prisons de femmes, d'hommes, des maisons d'arrêt, des maisons de détention. Les maisons d'arrêt, c'est pour les petites peines, les maisons de détention, c'est pour les plus grandes peines. Et donc moi, depuis que je suis petit, je vois ma mère qui part en prison tous les matins pour aller travailler et qui évidemment a noué des rapports d'amitié, ou plus, j'en sais rien, bref. Et donc, de temps en temps, quand les détenus avec qui elle avait travaillé, avec qui elle a fait vraiment des travaux spectaculaires, très beaux, elle a travaillé sur Jean Genet, elle a fait elle-même, elle a écrit avec eux, tout ça. Et quand ils sortaient, ils venaient à la maison, forcément, donc ils étaient devenus amis. Donc j'ai côtoyé comme ça des milieux qu'on a rarement l'habitude de côtoyer quand on a 12 ans. Et donc voilà, ça m'a inspiré l'idée de faire rencontrer deux personnes qui, par l'intermédiaire d'une femme, tout d'un coup seraient mis en présence, alors qu'ils avaient pas, dans la vie de tous les jours, ils n'auraient pas eu de raison de s'associer, quoi. Voilà, ça c'était le point de départ. Et après, pour pas du tout faire une chronique, ça c'était un genre de cinéma que j'aimais beaucoup quand j'étais plus jeune, la chronique autobiographique, parce que je trouvais que ça m'intéressait quand j'étais plus petit. Je me souviens d'un film de Maurice Pialat qui s'appelait Le Garçu, que j'adorais, où on avait l'impression que c'était la vie de Pialat ou la vie de Depardieu, on ne savait plus. Là, je voulais pas du tout que ce film soit une chronique, donc j'ai tout de suite appelé Tanguy Viel, qui est un romancier. J'ai dit, il faut t'es romancier, on va romancer. Et donc voilà, j'ai fait... Vous n'avez jamais braqué... Ça, je ne le dis pas. Je ne le dis pas non plus. Non, mais enfin bref, oui, voilà. Les histoires. Alors, ce qui est vraiment très agréable à voir, c'est que vous avez marié la comédie et le polar. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment vous avez travaillé justement avec Tanguy Viel là-dessus c'est pas forcément, enfin c'est même pas du tout le cas des films précédents. Donc il y a un nouveau ton. Comment ça s'est passé? Comment vous avez tricoté tout ça? Parce que quand on part du principe qu'on veut faire un polar, ce qui était aussi une des envies de départ, très vite on se retrouve à penser à des films déjà existants. Forcément, c'est un genre classique du cinéma. Et tout de suite on se met à penser à des films américains et on se dit, tiens mince, comment est-ce qu'on va faire pour pas faire un nouveau polar comme ça qui ressemblerait aux autres, je sais pas. Donc je me suis dit, faisons un polar qui soit d'inspiration française. Mais alors j'ai essayé de comprendre, mais qu'est-ce que c'est au fond la France? Je sais pas, c'est peut-être une manière il fallait qu'il y ait de l'ironie. Voilà, il fallait qu'à la fois, je réponds pas à la question précisément, je sais, mais c'était le point de départ quand même. Mais bizarrement, je sais pas très bien, parce que vous voyez, maintenant je fais semblant c'est comme la phrase de Jean Cocteau qui dit, de ce grand bazar, feignons d'être le grand organisateur. Mais c'est vrai que j'avais pas non plus une idée que ça allait devenir... Le film, maintenant, on dit que c'est une comédie. Moi, je pense que c'est une tragicomédie, mais la dernière scène, par exemple, du braquage avec le chauffeur routier qui écoute et tout ça, moi, elle me fait rire maintenant quand je la regarde, mais j'avais pas tout de suite imaginé qu'elle ferait rire, parce qu'elle se balance entre deux émotions, et que ce qui est drôle, c'est que ça devient très très cocasse, quoi. Donc c'est peut-être l'esprit entre les personnes qui ont écrit le scénario. Tanguy est quelqu'un de beaucoup plus rationnel. Je sais pas s'il est très drôle d'ailleurs, mais en tout cas il est pas drôle. Il y a quelqu'un, j'aime bien. Non, Tanguy Viel, il est pas drôle. Mais comment? Il est pas drôle.
Non, mais il est structuré. Vous voyez ce que je veux dire? Il est très organisé. Moi, je suis un peu. Vous avez bien vu comment je suis, quoi. Je suis bordélique. Tout à l'heure, j'ai fait une gaffe. J'ai dit village. Oh là là, j'ai fait le Paris. Oh là là, ah, là, j'ai mal mangé après avec ça. Je me sentais coupable. Parce qu'on m'a dit c'est 50 000 habitants quand même. J'ai dit, 60, oh là, 60. J'en ai refait une encore maintenant. Oh là là. Donc quand on écrit, on compose un attelage de gens qui se ressemblent pas et qui se complètent. Donc Tanguy, il était structuré, moi je suis un peu bordélique et ça a donné cette espèce de... Sans dire que c'est complètement hasardeux, la comédie. Mais, encore une fois, je vous le disais en début de projection, moi je sais que comme spectateur, quand je ris, je suis plus amené à regarder le film et à m'y intéresser. Donc j'aime bien toujours faire ce que les Italiens de la Commedia dell'arte appellent les lazzi. Vous savez, ça c'est très joli cette expression. C'est toutes les 5-10 minutes, tac, on met un petit gag. Comme ça, si vous vous ennuyez pendant les 10 minutes, vous dites ah oui, mais il va y avoir un autre gag dans 10 minutes. Donc ça, c'est pour vous tenir en fait. Comme c'est un cinéma narratif, que celui que je fais, qui n'est pas du tout c'est pas un cinéma de poésie. C'est vraiment, comme quand on dit à un enfant, tout le monde l'a fait, ça, d'endormir un enfant avec une histoire, on essaie de l'attraper et de le faire échapper au temps présent. C'est ça que j'essaie de faire. Et je savais que cette histoire-là, si elle n'avait pas de drôlerie, bon, voilà. Mais je pense que c'est pour dire que le même scénario fait par un autre metteur en scène, ça pourrait être une histoire pas drôle du tout. Pas avec d'autres acteurs. C'est pas le scénario lui-même qui est drôle. C'est une espèce d'assemblage de caractères, de nature d'acteurs. Vous voyez, par exemple, le chauffeur de camion, qui est quand même, honnêtement, franchement, il est génial. Il a un truc de... C'est tout bête ce qu'il fait, mais c'est très difficile. D'arriver à écouter une situation, d'avoir un gros plan et d'écouter, c'est ce qui est le plus difficile quand on est acteur. Il n'a jamais joué au cinéma, lui. Il est à Lyon, il s'appelle Yanis Kebab, il fait du stand-up. J'ai mis beaucoup de temps à choisir l'acteur qui devait faire le chauffeur de camion, parce que je savais que s'il était un des piliers, quoi, c'était le pilier de la scène. Bon, c'est vrai que tout de suite, quand on a fait la scène, je n'arrivais plus à m'arrêter de rigoler. Il a une telle écoute, comme on dit. C'est insensé, cet acteur, insensé. Je disais, mais je ne sais pas comment tu fais. Même quand il mangeait son île flottante et qu'il s'arrêtait pour nous écouter, je disais, voilà. Bon, bah, lui, par exemple, voilà, il a un génie comique en lui qui n'était pas écrit dans le scénario. Il n'y avait pas marqué le chauffeur de camion qui est très très marrant, écoute le truc. Il se trouve qu'il est drôle, voilà. Donc c'est peut-être un... Mais c'est aussi un goût personnel que j'aime les acteurs aussi qui me... Oui, mais qui me font rire, en fait, c'est pas tant qu'ils me font rire, bizarrement. C'est qu'ils sont... Parce il y a plein de sortes de rire. Vous voyez bien, la scène dont je suis le moins fier, qui me fait rire, mais j'en suis pas très fier, je pourrais pas vous dire que j'en suis fier, mais je sais qu'elle est rire, c'est la scène où je suis planqué dans la bagnole en train de faire l'idiot et tout ça. Dites la comédie elle emprunte à la comédie de boulevard. Vous voyez bien, on joue gros, nommé le jour. Je l'adore cette scène, mais je peux pas dire que j'en suis très fier. Pourquoi je disais ça là? Attendez. Pourquoi comédie de boulevard? Oui, ben voilà. Par contre, voilà, parce qu'elle est pas ce qu'on dit, elle est juste en ce sens qu'elle fait rire. On a mis 2 fois, je l'ai raté une première fois, je l'ai retourné le lendemain, je l'ai réécrite et tout ça. Donc elle est juste, elle est drôle. Mais le chauffeur de camion, il n'est pas comique, c'est qu'il est tellement juste que ça en devient drôle, quoi. Parce qu'on sait bien que c'est un acteur qui joue, et qu'un acteur qui est aussi juste, alors que tout le monde sait qu'il est regardé, tout ça, c'est un rire donc de cette scène, j'en suis fier. J'ai pas l'impression qu'on en fait trop. Elle est très juste, la situation, et c'est cette justesse qui nous fait rire. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler justement de Jean-Claude Poteau? Ah oui, bien sûr, ça c'est un délice de parler de Jean-Claude Poteau. Jean-Claude Poteau, c'est l'acteur qui fait l'acolyte de Rochdy, qui est le truc. Alors lui, l'histoire... Je voulais pas faire un film naturaliste, au sens où je voulais faire un film d'acteurs qui livrait des performances d'acteurs et qui ne jouaient pas eux-mêmes. Noémie, dans la vie, elle n'est pas comme ça. Anouk, Michel, Rochdy, ils sont pas comme ça. Ils avaient un pas à faire vers leur personnage, et cette espèce de mélange a fait que tout d'un coup, je suis tombé amoureux des personnages, quoi, d'eux-mêmes. Mais je savais que donc je m'échappais du naturalisme en ce sens où j'avais pas peur des acteurs. Je voulais pas des gens qui étaient des amateurs, ou je sais pas. Parce qu'à un moment donné, je me suis posé la question, je me suis dit, mais peut-être je devrais demander à un acteur qui est amateur, qui sort vraiment de prison, et puis qui connaisse vraiment, parce que c'était très important pour moi que la différence entre, puisque c'était vraiment deux personnages qui ne venaient pas du même milieu, je pensais que la nature des 2 acteurs doit être très différente. Donc je me suis posé la question. Puis finalement, je l'ai abandonné, j'ai demandé à Rochdy de faire le film, qui est un acteur professionnel, et j'ai dit, mais son acolyte, il faut que ça soit quelqu'un du milieu, quoi. Enfin, c'est pas comme ça que je l'ai formulé, là je réécris l'histoire. Là voilà la vraie histoire. J'écris le film
Donc c'était un polar, j'essayais de réinventer un peu le genre, donc il fallait que je trouve un coup. Au cinéma, dans les films policiers, ils volent des tableaux, ils volent de l'argent, tout ça, il fallait trouver qu'est-ce qu'ils allaient voler. Donc je fais des recherches, je discute avec des gens qui ont fait des conneries dans leur vie, je trouve pas, ils disent non, on va pas voler des iPhones, c'est pas cinégénique, c'est pas agréable, ils vont pas voler des... Et par la Corse, je discute avec un Corse, et il me parle tout d'un coup d'un ami qui avait fait un braquage d'un camion de caviar. Je dis mais c'est extraordinaire. Parce que j'espère que les propriétaires de maisons de caviar vont voir le film et vont un tout petit peu mieux s'organiser, parce que j'en ai fait des recherches après. Genre, les camions ne sont pas du tout sécurisés. Il n'y a rien qui est sécurisé. C'est vraiment, il y a des cargaisons de caviar de kilos qui se baladent en ce moment sur les routes de France. Elles sont, il n'y a aucun problème. Donc, bref. Donc je me dis c'est bon. Mais Jean-Claude Poteau, qui joue donc l'associé de Rochdy, est quelqu'un qui a fait dans sa vie 25 ans de prison. Ou peut-être 20. Mais bon, c'est quand même... Ah, tout le monde ferait 20. Oh, ça va alors. Non. Donc il a fait 20 ans de prison. Il s'est échappé d'une prison. Il a fait 15 ans de cavale. Donc sa vie, c'est vraiment une vie dans le grand banditisme. Je le rencontre par l'intermédiaire d'un ami, pendant que j'écris le scénario, et je lui demande, est-ce que tu veux bien être mon consultant technique? Parce que j'ai besoin, je viens pas de ce milieu, il faut qu'on parle, il faut que tu me dises... Qu'est-ce qui se passe? J'avais pas encore l'idée des braqueurs qui braqueraient les braqueurs, enfin, tout ça, donc je parle avec lui, on discute. C'était formidable, on écrit le scénario, et puis un jour je me dis, mais il me faut moi le complice de Rochdy. Et je me dis, je vais l'appeler. Je lui ai demandé s'il veut bien jouer. Il n'avait jamais joué, mais je le démonte dans le film, tout le monde sait jouer un rôle. Et lui, je le vois bien quand il fait dans la vie de tous les jours, maintenant il fait de la peinture et tout ça, mais il joue un rôle d'ancien braqueur. Et donc on se rencontre, et je lui dis, il vient d'ailleurs avec un ami à lui, très gentil d'ailleurs, Philippe, qui était celui qui était resté en prison le plus longtemps. 33 ans. Pour le coup, ça c'était 33 ans, c'était horrible. Il avait fait des grèves de la faim. Donc ils étaient tous les deux face à moi. Et je lui dis, écoute, Jean-Claude, j'aimerais bien qu'on fasse un essai là maintenant, qu'on lise juste pour voir, parce que j'aimerais que tu joues avec Rochdy. Il me dit, ah, Rochdy, pas de problème, amigo. Donc je vais dire, je vais pas te donner le scénario à lire, c'est un objet qui est fastidieux pour lire. Je te raconte l'histoire à haute voix. Donc je le raconte, voilà, elle se marie en prison, elle me dit, ouais, amigo, je vois bien, ouais. Après, voilà, le fils se fait vachement de soucis, ouais, ok, pas de problème, et tout ça. Et ensuite, il monte le coup, ouais, le caviar, bah, très bonne idée, ouais, pas de problème, amigo, très bien. Et au moment où on arrive au récit de la trahison, il me dit, ah ouais, non, attends, laisse tomber, amigo, attaque. Et il ferme le scénario devant moi et il dit, je ne ferai pas ça. Et je lui dis, pourquoi? Il me dit, mais non, je ne vais pas le faire. Je lui dis, j'ai passé toute ma vie à avoir une réputation dans le milieu dans lequel j'ai travaillé. Je vais pas tout foutre en l'air avec ton film. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu me racontes? Je me tourne vers son copain, je l'appelle à l'aide pour qu'il m'aide sur le côté. Ben non, c'est un film. Mais le mec me dit, non, laisse tomber, il le fera pas. Ça, il ne peut pas le faire. Et je vois que je m'enterre et que le type dit, c'est fini, je le ferai pas, arrête. Et limite, si ce n'était pas vexant, que je lui propose de jouer un traître. Ce qui me dit, une équipe qui se monte pour faire un braquage, en fait, c'est pas tous des copains youplali qui se réunissent pour faire un braquage. C'est qu'en fait, ils s'engagent les uns les autres. On leur a parlé d'un type qui savait faire la scie à métaux, un autre qui savait manier un pistolet. Donc ils ont des CV, ils ont des réputations. Donc je comprends, je le savais déjà via ma mère, mais qu'il y a un code juste de travail, des règles de travail à respecter. Bref, finalement, par un ami à lui plus jeune, il accepte de faire les essais, et là je vois qu'il est génial. Et il y a deux autres petits, après j'arrête, c'est Jean-Claude Poteau, mais c'est quand même rigolo. Je voulais que Jean-Claude soit au mariage. Je connais les règles pour s'introduire dans une prison, même pour un tournage. C'est très très long. C'est très très long. Je dois parler au directeur de la prison, on doit montrer le scénario, on doit expliquer ce qu'on doit faire, on doit donner les noms, presque les casiers des membres de l'équipe, carte d'identité. Il y a des recherches qu'ils ont faites au ministère de la Justice. Et c'est une prison. Et je dis, parlons pas trop fort de Jean-Claude Poteau. Parce que quand je dis à Jean-Claude, tu t'es évadé, on était à Lyon, je dis, mais tu t'es évadé de quelle prison? Il m'a dit, bah de Lyon. Je dis, mais pas celle où on va... Je dis, pas celle où on va tourner. Il me dit, non, celle-là, amigo, c'était une autre, ils l'ont fermée maintenant, c'est une plus vieille. Je dis, bon, ça va. On arrive le matin du tournage du mariage au début, il fallait qu'il soit là, c'était le témoin de mariage de Rochdy. Et là, la dame, qui est vraiment, je la salue, elle est très très gentille, la directrice de la prison. Elle me dit, attendez, je peux vous parler 2 minutes, monsieur Garel? Je dis, oui, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, vous m'avez pas dit que c'était monsieur Poteau là, qui venait pour faire votre truc? Je dis, non, oui. Je lui dis, non.
Et je dis, là j'ai dû faire semblant d'être étonné et j'ai très très mal joué. J'ai fait, c'est-à-dire par rapport à quoi vous voulez me demander ça? Il me dit, bah, quand même, vous savez bien ce qui s'est passé à Lyon il y a 20 ans. J'ai dit, ah putain, c'est vrai, oh là là, oh la boulette, oh da 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 da. Donc j'ai fait semblant de chercher une solution. Oh, est-ce qu'il fait la scène, il s'en va? Et nous on continue sans lui après parce qu'on avait plusieurs scènes à faire dans la prison. Il m'a dit, bon d'accord, et donc il l'a fait, il est parti. Ça c'est la deuxième anecdote avec le truc que j'adore. Et la troisième, c'est que moi j'avais des problèmes de scénographie sur la scène du braquage. Et en même temps, ça raconte quelque chose aussi du cinéma. J'avais un problème de scénographie, c'était très difficile de manier tous les poids lourds, les gros camions, tout ça, c'est des choses qu'on a louées. On a loué les camions, on a loué le bar. Il fallait que je découpe, comme on dit, un découpage, savoir où j'allais mettre la caméra, savoir comment j'allais faire exister les deux espaces, les distances, pour que vous, quand vous regardiez, vous n'ayez pas de questions à vous poser, que ce soit simple à comprendre. Et j'y arrivais pas, donc j'ai dit à mon décorateur, écoute, faisons une maquette. On fait une petite maquette du parking d'autoroute, du resto-route, et puis il faut qu'on détermine tous ensemble. Et je me dis, mais mon équipe, ils savent pas faire un braquage, donc ils vont pas pouvoir me dire qu'est-ce qui est le plus logique, des braqueurs, etc. Donc je dis à Jean-Claude, est-ce que tu connais des gens sur Lyon? Des anciens? Il me dit, ouais, pas de problème, amigo. Je dis, est-ce qu'ils peuvent venir à une répétition? Et donc tout d'un coup, super génial, 5 personnes sont venues à qui j'ai expliqué l'affaire sur la maquette. Je leur ai dit, voilà, notre objectif, on a un camion de caviar ici, on a un chauffeur d'ici, on a des braqueurs de braqueurs qui viennent ici, tout ça. Qu'est-ce que vous faites? Et là, 2 heures où j'ai regardé des types qui étaient en train de manier des trucs et qui... Mais ils avaient tous, ils ont plus de vie de braqueurs, ils ont tous des métiers, on pourrait dire, légaux, quoi, maintenant. Putain, mais en 5 minutes, ils étaient redevenus des malfrats. C'est-à-dire, ils étaient là, maintenant, tais-toi, à s'engueuler comme des trucs, mais t'es con, quoi. Et à la fin, au bout de 30 minutes, où ils avaient tout réfléchi, toutes les solutions, ils m'ont livré la solution réaliste. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Si tu fais comme ça marche pas. Si tu fais comme ça marche pas. Si tu fais comme ça, c'est ça le plus logique. Et en fait, la solution, elle n'était pas cinégénique. Parce que je disais, mais oui, d'accord, mais... Parce que en fait, ce qu'il me proposait, en fait, je ne pouvais pas le voir depuis le point de vue du chauffeur de camion. Enfin bref, impossible à vous expliquer, c'est dans la géométrie, quoi. Et je dis, mais c'est pas cinégénique. Et ils m'ont regardé, ils m'ont dit, bah amigo, tu me demandes de te faire un truc. Donc j'ai essayé à chaque fois de leur dire, non, mais faites-moi un truc. Et ça marche. Donc j'ai dit, je suis obligé, parce qu'en fait, c'est au cinéma que j'ai à rendre des comptes et aux spectateurs et à la narration, et c'est pas à la réalité, quoi. Donc il y a forcément des trucs que tant pis, je saute, et ça m'a donné aussi ça m'a enlevé l'inhibition. Et ça m'a fait, oui, c'est de l'artificiel, le cinéma. C'est pas juste du réel qu'on est en train de filmer, c'est une représentation de la... Qu'est-ce qui est rigolo, là, tout d'un coup? Non. Donc j'ai adoré travailler avec Jean-Claude Poteau. Eh ben voilà. Alors, on compte... Et merci beaucoup, parce que... Alors... On continue sur les acteurs quand même, parce que voilà, c'est un festival, on a l'impression que vous êtes vraiment amoureux de vos acteurs. J'ai déjà 2 messages des autres salles, donc un message de Castelnaudary, merci pour ce film jubilatoire, bravo à tous les interprètes. Et un autre message, bravo pour votre film, merci d'avoir fait jouer Anouk, qu'on voit trop rarement au cinéma. Donc comment vous choisissez l'actrice qui est inspirée de votre maman? Il fallait une actrice il fallait pas que ça soit une hippie. Parce qu'en fait, il y avait des gens qui lisaient le scénario et qui disaient, ah ouais, elle est un peu... En fait, c'est comme une hippie, c'est par idéologie qu'elle se marie avec un type en prison. Tu sais, je disais, pas du tout, vous n'avez pas compris. Donc c'était assez compliqué à trouver. Et en fait, un jour, j'étais avec Rochdy et j'avais dit à Rochdy, c'est très important pour moi de te voir avec l'actrice. Donc on a fait plusieurs rendez-vous avec des actrices qui sont toutes des excellentes actrices. Ça fonctionnait pas. Parce qu'il y a l'écriture du scénario et ensuite il y a la deuxième écriture qui vient, c'est les acteurs. Quand ils arrivent, il y a une autre histoire qui se raconte en fonction de tel ou tel acteur assemblé à tel autre acteur. Et je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là. Quelqu'un m'a dit, mais tu devrais voir Anouk. Et moi dans ma tête, Anouk, elle n'était pas spécialement, mais c'est parce voilà, on se trompe. Peut-être je la trouvais trop tragique, ou peut-être trop... je sais pas ce que je m'étais raconté. Et tout d'un coup, elle est arrivée au rendez-vous avec Rochdy, et c'est allé très très vite. J'ai fait leur mariage avec une petite caméra vidéo et les deux côte à côte, elle toute petite, lui très grand, très très beaux tous les deux. En même temps, je pouvais tout me raconter, l'histoire du complexe culturel de Michel vis-à-vis de Sylvie. Je pouvais me raconter la beauté, le charisme de Rochdy. Je me racontais surtout qu'il y avait une vie sexuelle trépidante
alors que c'était deux acteurs, je savais, moi, encore une fois, qu'ils n'avaient jamais couché ensemble dans la vraie vie. Mais quand je les voyais ensemble, c'était trépidant, leur sexualité, ça tremblait, et c'était exactement ce que je voulais. C'était un mariage à 60 ans. Un mariage, on ne se marie pas simplement pour... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il faut que ça soit un truc... Il y a une raison sensuelle. Et c'est comme ça que c'est vraiment Anouk, et je suis tombé amoureux d'Anouk et Rushdie. Et c'est sûr que là, tous les gens sont tellement contents, ils me disent « Ah, on revoit Anouk ». Et le nombre de gens qui me disent « C'est extraordinaire de revoir Anouk », comme si elle avait manqué. Oui, oui, bien sûr, tout à fait, c'est ce qu'on ressent. Ça, c'est très beau. Et c'est vrai qu'elle m'a dit à la fin du tournage la chose la plus touchante. Elle m'a dit, tu sais Louis, c'est la première fois que quelqu'un m'offre un rôle solaire. Parce que d'habitude, on me donne toujours des rôles de femmes qui pleurent, de femmes qui... Et là, elle a une espèce de... Et je crois qu'en fait, elle a aimé pour la première fois donner cette espèce de puissance qu'elle a. Elle n'est pas du tout comme dans le film, hein, Anouk. Mais elle a un grain quand même. Bon, c'est une actrice qui a un grain, non, je vois bien. Et là, elle a adoré jouer une femme complètement folle, amoureuse, elle a l'air d'une adolescente, quoi. C'est comme si j'étais ce que je dis dans le film. On dirait Abel qu'il est son père, quoi. Il y a un truc, c'est l'histoire d'une mère, je dis souvent, qui n'a pas renoncé à sa joie adolescente. En tout cas, qui allume ce feu-là et ça ne s'éteint pas. Alors, j'ai une autre question de Guillaume du cinéma d'Allevar. J'ai pris un plaisir infini à voir votre film entre mes rires et mes larmes. Un film d'acteurs et d'actrices, tous magnifiques, on sent le plaisir de jouer et tous sont remarquablement dirigés. Bravo, bravo. Ce film, c'est du caviar en bouche. Si votre film ne rencontre pas le succès qu'il mérite, je braque les gens dans la rue pour les emmener de force et je les ligote dans la salle du cinéma. Sérieusement ou moins sérieusement, voici ma question. Michel dit à Abel lors des répétitions pour préparer la scène du restaurant, pour qu'on y croie, il faut que tu y prennes du plaisir. Est-ce aussi ce que vous dites à vos comédiens pendant un tournage? Ça, c'est une bonne question, et qui est en fait une question très profonde, parce que même comme acteur, je dois dire qu'à un moment donné, la souffrance, elle a été peut-être trop sacralisée de je ne sais pas d'où, l'idée qu'un acteur doit souffrir. Alors que c'est vrai que l'histoire du plaisir, mais bon, même à mettre en scène le film, mais pour jouer, tenons-nous au fait de jouer, c'est vrai que même des scènes douloureuses, je vois souvent des acteurs quand ils jouent une scène douloureuse et qui se sont fait mal. Je vois quand ils se sont fait mal, les acteurs, qui se font trop mal. Et ça ne veut pas dire qu'ils... Forcément, il y a Stanislavski qui est passé par là, il y a plein de choses, on s'inspire de notre subconscient, de la mémoire affective, enfin, c'est sûr. Mais je vois quand un acteur m'émeut sans s'être fait mal, et un acteur qui se fait mal, qui m'émeut un peu, mais du coup, j'arrive pas à le regarder, ça me fait trop mal. Et donc c'est vrai que le plaisir, je trouve que ça doit être le maître mot quand on joue. Et ça ne veut pas dire que des scènes légères ou rigolotes, ça peut être aussi des... Il y a une très jolie... Pardon, je fais des coq à l'âne. Rappelez Charles Denner, il dit, cette magnifique... Dans L'homme qui aimait les femmes, il croise cette petite fille qui pleure, assise par terre. Et alors il essaie de venir et dit, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais plus pourquoi elle pleure, pour une raison, une robe. Et il lui dit, mais tu sais, écoute-moi, tu es d'accord avec moi quand tu pleures? Au fond, il n'y a pas un petit peu de plaisir quand tu pleures? Et la petite fille, elle le regarde, elle dit, si, c'est vrai, il y a un petit peu de plaisir quand je pleure. Et en fait, c'est parce que ce sont des pleurs d'enfants, et c'est peut-être ces pleurs-là qui sont les justes pour les acteurs. Il s'agit que vous, spectateurs, vous n'ayez pas mal pour nous, acteurs. Il s'agit que vous soyez émus, comme de temps en temps on peut être ému devant une marionnette. Moi, il m'arrive parfois une marionnette qui a un bon geste, le marionnettiste qui a fait le bon geste, qui n'est pas forcément un geste réaliste, mais qui est un geste de la représentation, je sais pas, de la tragédie. Je suis ému devant la marionnette. Bah, c'est un peu la même chose pour les acteurs. C'est pour ça que quand Hitchcock dit oui, c'est comme du bétail, enfin c'est la grande question, ou les gens qui méprisent les acteurs, c'est pas tant ça, c'est que il n'y a pas besoin de vivre la chose pour bien la représenter. Ça va comme ça? Ça va tout à fait. Ça va tout à fait. Non, alors... voilà. Et c'était Michel Bouquet, pardon, et après j'arrête, j'avais lu ça quand j'avais 15 ans, 16 ans, et je commençais déjà à me dire ah, j'aimerais bien jouer. Les spectateurs dans la salle ne doivent jamais avoir peur pour vous sur scène. Si vous vous faites mal, que vous tombez, et tout ça, ils vont avoir peur pour vous et ça va les sortir de leur hypnose. Parce que c'est quand même un état d'hypnose volontaire.
quand on est hypnotisé devant un film, c'est un état d'hypnose, mais c'est volontaire. Donc on sait très bien qu'on est en train de regarder un film tout le long du film. Mais on a un état d'hypnose volontaire. Et donc il y a des choses qu'il faut faire attention et qui viennent réveiller les spectateurs. Et c'est les spectateurs qui ont en charge cette chose aussi. Les metteurs en scène, bien sûr, mais les spectateurs aussi, je trouve. Alors, une autre question qui vient de Pessac, mais pas de la salle dans laquelle on est, celle d'à côté. Bonjour Louis, pourriez-vous expliquer le choix d'étalonnage du film ? Est-ce que le grain et les couleurs bleutées du film étaient volontaires ? Vous cherchiez à créer un effet nostalgique ? Point d'interrogation. De la part de Mélissa et Colline, vos plus grandes fans dans la salle d'à côté. Alors il y a un baiser et 6 cœurs. Oh la vache. PS, on est en licence de cinéma et on souhaite analyser votre film. Peut-être qu'il y a... Je me souviens de m'être dit, ça va paraître un peu, peut-être ça va vous paraître idiot, mais quand j'étais enfant, pas enfant, 12-13 ans, il y avait un certain type de film, et je ne saurais pas les définir mieux que par le logo par lequel il commençait, qui était en fait un logo de distribution, qui c'était AMLF. Tu te souviens, le AMLF, là, le tube. Amène-moi le fric. Hein ? Non, je disais une bêtise. Ça voulait dire quoi ? Amène-moi le fric. Non, amène-moi le fric, non. Mais... je sais plus ce que ça voulait dire. Je crois que c'est Claude Berry qui avait la... Oui, c'est Claude Berry, oui. Ils étaient tous d'un certain style. C'était un truc... Mais il y avait une promesse de... qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Une promesse de légèreté ou une promesse d'amusement, tout ça. Et quand je pensais à ce film, je me disais, j'aimerais bien qu'il commence comme un film d'AMLF, comme les films que je regardais quand j'étais petit. Donc peut-être que... En fait, on a décidé, je ne suis pas tout seul à décider des décors, des costumes. Il y a Jean Rabas, qui est un immense décorateur, qui vraiment me fait l'honneur de travailler avec moi. Julien Poupard, qui est vraiment un très bon chef opérateur. Donc tous ensemble, on décide. Et c'est vrai que normalement, je tourne en 35 mm. Et que là, j'ai dit à Julien Poupard, tu seras mieux en numérique, on sera mieux en numérique. Donc travaille avant ton image. Et c'est sûr qu'il m'a donné de la matière, parce qu'il s'agissait de mettre le film un peu au passé. Et que quand je vois un film numérique qui est trop propre, j'ai l'impression de voir un film en direct. Alors que là, c'est une forme de souvenir en direct, mais c'est pas un présent en direct. Ça, c'est un peu fumeux ce que je vous dis, mais c'est pour dire, voilà, ça a été passé. C'est dur avec le numérique quand il est trop propre de faire une... Il était une fois. Vous voyez, donc il m'a rajouté beaucoup de matière. Et après, non, les bleus dans le noir, c'est arrivé. Oui, c'est parce que tout ça nous a plu. Alors, une question sur la fameuse scène d'improvisation. Qui est évidemment très réussi. Comment on travaille pour faire croire qu'on improvise ? Laquelle ? La scène du restaurant. Ah, la scène du restaurant. Ah oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai que c'était difficile à... Ça c'était très difficile parce qu'elle était... Ça partait du principe pareil. J'avais joué Les Fausses Confidences de Marivaux et j'avais appris via Marivaux que le sentiment amoureux naît aussi d'une... fabrication artificielle ou d'un mimétisme on fait semblant d'être amoureux avant de réellement tomber amoureux. Et ça, Marivaux, il le raconte dans beaucoup de ses pièces, enfin dans Les Fausses Confidences beaucoup. Et donc, pour faire cette histoire de polar qui serait pas un polar imité, parce qu'en fait, quand je vais en Italie et que je vois un film italien où je vois qu'il s'inspire trop, qu'il veut faire trop genre il est américain, je suis super déçu. Je me dis, moi je voulais voir un polar italien, quoi. Je voulais voir donne-moi de la mozzarella, je sais pas, les pouilles. On va voir un film aussi pour voir le pays dans lequel il est tourné, la culture dans laquelle il est tourné. Donc je disais, il faut qu'on fasse un polar de Rhône-Alpes. Voilà, un polar de chez... J'ai dit, c'était pas un polar façon Michael Mann, quoi. Vous voyez, c'était un polar de Rhône-Alpes en France, et ça me plaisait beaucoup l'idée de ce marivaudage, mais pas le marivaudage de la main dans le placard, le marivaudage vraiment que tout d'un coup un sentiment apparaît après l'avoir imité. Tout d'un coup, il nous surprend. Et donc, on l'a travaillé beaucoup. Je me suis tiré les cheveux. Parce que j'aimais beaucoup au scénario la scène, mais j'avais peur de la rater, donc je la réécrivais. La veille du tournage encore, je reprenais les acteurs, comme c'est pas des objets, mais je leur demandais de venir, on répétait, j'enregistrais les séquences. Et puis ensuite est arrivé, j'ai eu de la chance, c'est-à-dire que Noémie, tout d'un coup, qui n'avait jamais fait un personnage aussi extravagant, aussi extraverti, aussi, je sais pas, incroyable, je sais pas, pour moi, et tout d'un coup, je la voyais faire quelque chose que je l'avais jamais vu faire. Et vraiment, elle a transcendé la scène. Quand tout d'un coup, elle m'a bouleversé pendant la scène. Et le chauffeur de camion, pareil. Tout d'un coup, parce que moi, le truc, c'est que quand on est metteur en scène et acteur, ce qui est compliqué,
parfois. C'est que quand on fait la scène, on la découpe, vous voyez bien, donc j'ai commencé par le chauffeur, je crois, je sais plus. Je me bidonnais, je me disais, putain, il est très très fort, il met le niveau très haut. Ensuite, Noémie, elle met le niveau très très haut. Mais après, quand j'ai fait tous les plans, putain, il faut que je me filme moi. Et là, je me dis, putain, il faut que je sois au niveau, bordel. Donc et ça, c'était difficile, parce que j'avais vu que Noémie, elle mettait vraiment, elle avait mis la barre, on avait fait, je sais pas, 7-8 prises. Elle pouvait pas aller plus haut que ce qu'elle avait donné. Et c'était à moi de faire la scène. Et petite anecdote, à la fin de sa dernière prise, d'ailleurs on voit il y a quelques faux raccords de rimel. Ah oui, ça va, on a le droit de faire des erreurs. Franchement, je viens pas chez vous pour dire le joint est mal mis dans la cuisine. Arrêtez 2 secondes. Bon, mais à la fin de la... Ah la vache, vous êtes cruel. Et tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, elle a eu une allergie. À la fin de ces 7 prises sublimes, elle a eu une allergie, ce qui fait qu'elle ne pouvait plus ouvrir les yeux. Donc en fait, j'ai joué. À un moment donné, je me suis dit, mais elle me fait exprès, c'est à moi de jouer. Et en fait, j'ai joué avec elle et des lunettes noires. Elle ne me regardait plus, en fait. Elle ne pouvait même plus me regarder, elle était comme ça. On ne comprenait pas d'où ça venait. Les médecins n'arrivaient pas. J'ai dit, mais appelez-moi un médecin, il faut qu'on lui mette des gouttes. Noémie, elle a trop mal, elle souffrait. Bref, et donc j'ai dû jouer devant Noémie qui était... Mais ça, c'était la séquence. Mais sinon, non. Sinon, cette séquence-là, c'est une séquence que j'ai travaillée, retravaillée, retravaillée beaucoup de fois. Et alors, je vous dis, c'est grâce aux 2 acteurs avec qui font la scène. Moi, je l'aime beaucoup. Celle-là, j'en suis fier, par exemple. Vous voyez, l'autre, j'en étais pas très fier. Celle-là, quand je la regarde, je me dis, ah, elle est bien foutue. Je la trouve bien. Alors, avant de passer la parole à la salle, une autre question de Guillaume du cinéma d'Allevar, qui nous a déjà posé une question tout à l'heure. Pourquoi ce choix de la variété française des années 80 ? Les gens me posent des fois cette question, mais je réponds simplement parce que j'aime ça, la variété. Je ne peux rien y faire. Et en fait, j'écoute très peu de musique, bizarrement. Je ne suis pas quelqu'un... Et c'est vrai que la variété, c'est ce qui me parle le plus, quoi, comme tout le monde. En fait, il y a un truc un peu irrésistible avec la variété. On peut avoir un bout de son cerveau qui dit oh, les accords, là, ils sont quand même... Là, ils y vont. Là. Il y a un moment donné, les grandes chansons de variété, comme toutes celles qui sont dans le film, elles emportent, quoi. Parce que tout d'un coup, elles parlent à tout le monde. Et puis, elles sont très, très amoureuses. C'est des chansons qui aiment, c'est des chansons qui mettent en valeur l'élan, quoi, de l'amour. Et ça me paraissait être le mieux. D'autant plus que je voulais que le film soit baigné dans l'univers musical du personnage de la mère. Puisque la mère étant le point de départ de tout, il fallait que ça soit... J'imaginais que c'était ce qu'elle écoutait quand elle avait 20 ans, quoi, et que c'était son univers. S'il y a un truc des années 80 dans le film, c'est probablement pour donner une esthétique du monde de la mer. Voilà. Bien sûr. Alors, est-ce qu'il y a des questions à Pessac ? Oui, ici. Alors, merci pour le film et merci pour ce que vous êtes et ce moment-là que vous partagez avec nous. On continue à rire. Mais je voulais savoir, vous avez parlé de plaisir et moi, il y a la scène de la répétition là, avec le fameux Jean-Claude Poteau. Oui. Et ça a été furtif, mais j'ai eu l'impression que, je ne sais pas, j'ai eu l'impression que vous souriez, mais que c'était pas... Oui, non, vous avez raison. Là, quand il m'attrape par le callback. Oui, et là on sent que la scène est faite, mais que vous non, mais je vais vous expliquer pourquoi. C'est très simple. C'est que Jean-Claude Poteau, ça je l'ai remarqué parce que j'avais déjà réalisé un moyen métrage avec quelqu'un qui est un amateur. Ma théorie, c'est que les amateurs, c'est ou tout noir ou tout blanc. C'est-à-dire que quand ils sont pas bons sur une prise, hein, ils sont vraiment pas bons. On peut pas, c'est vraiment nul. Et quand ils sont très bons, là, ils dépassent tout le monde. Tout d'un coup, ils atteignent le niveau des grands acteurs comme Michel Simon. Ils deviennent très très expressifs. D'un coup, ça surgit. Et cette prise-là, où je disais à Jean-Claude, à un moment donné, Jean-Claude, il a tout le temps oscillé entre le plaisir de faire le film et l'agacement de refaire des prises. Parce que de temps en temps, je l'entendais. Ça, il ne le sait pas. Je le dirai un jour. En fait, il a un micro-cravate, mais il n'est pas acteur professionnel, donc il n'y pense pas. Et donc, des fois, il faisait une prise, c'était pas bon. Donc, je lui disais, Jean-Claude, on va en refaire une deuxième, s'il te plaît. Remets-toi en truc. Et en fait, au bout de 3, 4, 5, 6, je disais, ça te va, on peut en refaire une autre. Jean-Claude, il me dit, oh, amigo, pas de problème. Il s'éloignait, et moi, j'avais le casque. Et là, j'entendais. Et quand ça me cassait les couilles, comme ça.
Sauf que c'est pas... Jean-Claude, ça va pour toi? Je lui disais comme ça. Il me dit, ouais, amigo, pas de problème. Mais j'entendais, il continuait à marmonner des trucs, genre, je vais commencer à me casser. Et donc, ce qui arrivait parfois, c'est que dans cette scène de la répétition, il y avait des moments, par exemple, cette réplique qui est donc une punchline, quand il dit, même le chien, il y a cru. Ça, c'était écrit. Il l'a dit tellement bien, il est trop fort. Et sauf qu'à un moment donné, je lui dis, tu peux être un peu plus violent. Il me dit, ah ouais, pas de problème, amigo. Et en fait, dans la prise, c'était des longs plans séquences. C'est la seule. J'avais jamais tourné avec 2 caméras, mais cette fois on était 4. L'espace était très grand, très beau. J'ai dit ok, on fait 2 caméras parce que sinon je ne vais pas m'en sortir. Il y avait Jean-Claude en plus. Il fallait que je ruse un peu. Et donc les prises, elles faisaient 7 minutes. On les tournait du début à la fin. Et à un moment donné, il y a un phénomène qui est normal, c'est qu'on oublie un peu. On a toujours la situation en tête, on sait qu'on fait un film, mais on commence à être dedans, comme on dit, quoi. On est dans son rôle. Et Jean-Claude était dans son rôle. Et le moment où il m'a attrapé par le callback, je me suis dit putain merde, il a oublié qu'on tournait le film. Et c'est pour ça que j'ai eu un fou rire léger, c'est pour le dire comme ça. Et la vérité, c'est que j'ai oublié là que j'avais un film à faire, qu'il fallait que je vienne jouer un truc, que ça coûtait de l'argent, que les spectateurs. J'ai juste eu peur qu'ils m'en mettent dans la gueule, quoi. Deux fois, ça m'est rêvé dans le film. Il fait peur, mais il a été bon. Et c'est vrai qu'on me voit à l'écran. Si, moi aussi j'ai cru. Mais c'est parce que j'avais peur qu'il m'en décoche une, quoi. Voilà. Mais, vous voyez, même ça, c'est un petit truc, ça passe parce que vous savez qu'on fait le film. Et c'est ça que j'aime bien aussi dans le film, c'est qu'on est tout le temps en train de dire, c'est pas un film d'immersion comme si vous y étiez, c'est un jeu le film aussi. Même si pour moi, ils existent très fort, les personnages, l'amour entre les personnages, ils sont très forts, mais le film, il est constamment, et c'est peut-être ça qu'on revient à la première question, de cette espèce de distance qui dit qu'on est en train de faire un film aussi. Ça, j'aime beaucoup ça. Bien sûr. Alors, est-ce qu'il y a une autre question à Pessac? Oui, 2e rang ou 3e. Après, ça sera le 2e. Merci. Bravo déjà pour le film, il était super. Vous avez parlé de la difficulté de se filmer soi-même. Et c'est un parti pris qu'on voit assez souvent de réalisateurs qui se filment eux-mêmes dans leurs films. Et donc je voulais savoir d'où vous venait cette envie. Est-ce que c'était plutôt une facilité un acteur en moins, puisque c'est aussi votre métier, ou vraiment une envie En fait, j'ai commencé quand j'ai fait des courts-métrages. J'avais fait des courts-métrages avant pour d'essayer, pour apprendre. J'en ai fait 3. Et j'avais jamais joué dans mes courts-métrages parce que ça me paraissait impossible. Et puis si, j'ai fait un court-métrage une fois pour essayer de jouer dedans. On a toujours la vraie raison. C'est qu'en fait, je me dis toujours, j'aime tellement Nanni Moretti. J'aime tellement ses films, et le fait qu'il joue dans le film et qu'il soit le metteur en scène, je sais pas, il y a un espèce de dialogue qui se fait où c'est très agréable de voir le metteur en scène tout le temps à l'écran. Il y a un truc que j'aime bien. Enfin, il joue pas tout le temps dans ses films, mais c'est très agréable d'avoir le metteur en scène, je sais pas. Et donc à un moment donné, j'ai dit, j'aimerais bien une fois essayer. Ou alors, plus banalement, il y a le maître des maîtres des maîtres, le plus fort des forts. Pour moi, c'est le type qui a fait Citizen Kane à 26 ans, et Orson Welles. Je regarde Orson Welles, je me dis, mais comment il a fait à 26 ans pour faire ça? Et je vois, il a l'air d'avoir tellement de plaisir. Et c'est tellement comme un ogre enfant, Orson Welles. C'est quelqu'un qui, on a l'impression, ne s'est jamais arrêté de se déguiser, a jamais arrêté de faire ce truc-là. Et ouais, il m'a toujours fait un peu rêver. Mais c'est bizarrement, quand on le fait comme ça, Enfin, si, c'est compliqué. Il y a des jours où c'est désagréable, mais j'ai pas la sensation de me filmer. Enfin, je me filme. Mais en fait, je donne un rythme aussi aux acteurs. C'est des indications de jeu, bizarrement, d'être là. C'est des indications de jeu que j'ai pas à donner aux acteurs. Ils le voient comment je fais. Donc, je sais pas, c'est une manière de construire l'organisation d'un tournage, de jouer dedans. Parce que si je devais être tout le temps à l'extérieur et venir tout le temps... Voilà, c'est ça. C'est pas très très clair, mais c'est parce que... Alors, il y a une autre question. Le rang juste devant, le jeune garçon. Ah, ça marche. C'était pour savoir, c'était quoi votre moment préféré dans le film? Là, tu as vu le film, toi? Oui. T'as tout regardé? Oui. T'as quel âge? 12 ans. Et t'as bien aimé? Oui. Ouais, d'accord, ok, super. Tu t'es pas ennuyé ou tu t'es un petit peu ennuyé? Non, je me suis pas ennuyée. Ah, génial, ah, trop cool. Tu t'es pas ennuyé du tout? Du tout. Ah, trop génial. Mon moment préféré à faire? Le moment du film.
Quand je le regarde ou quand je l'ai... Parce que quand je le regarde ou quand je le fais, tu veux dire? Enfin, les deux. Les deux. Quand tu l'as fait, quand vous voulez la regarder. Il y a une scène que j'adore quand je le regarde, c'est la scène entre Rochdi et Anouk dans la chambre d'hôpital à la fin. Je trouve que c'est vraiment une belle scène parce que Rochdi, tout d'un coup, alors qu'il a eu... On a fait de lui un pied nickelé, on a eu peur de lui, on s'est méfié de lui, puis finalement on a été rassuré, puis en fait non, puis on l'a trouvé ridicule, on l'a trouvé très émouvant. Et là, pour la première fois dans ce moment-là, on voit qu'il a honte de ce qu'il est, devant la femme qu'il aime. Et je trouve que cette manière-là de raconter qu'il a honte, c'est difficile à faire c'est très difficile à représenter la honte, et je trouve qu'il le fait génialement bien. Et elle, Anouk, la déception, après avoir vu cette femme qui était joyeuse tout le film, qui avait l'air de n'avoir aucune espèce de morale bourgeoise, ou qui était vraiment... on voit que tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'est cassé. Elle est terrible, cette scène, pour moi, parce que je me dis, elle est très vraie, tu vois. Ouais. Cette scène-là, je l'aime beaucoup, et sinon, à faire, c'était toute la fin et tout, avec la cascade, par exemple, tu vois. La cascade, j'avais jamais fait de cascade. Donc je l'ai écrit, j'arrive et j'ai conduit, j'appuie sur l'accélérateur et je culbute quelqu'un qui passe au-dessus du truc. Mais normalement, si tu veux, pour faire cette cascade, le mieux, c'est d'avoir un fil qui est dans le dos du cascadeur. Et au moment donné où la voiture arrive, il y a quelqu'un qui tend le fil et hop, le cascadeur il se lève. Sauf que ça coûte des sous. Et moi, j'avais pas le fil. J'avais pas le fil du tout. Donc j'ai dit au cascadeur, il faut qu'on fasse ça. Il dit, mais t'as le fil? Je dis, non, j'ai pas le fil. Donc il a fallu qu'on invente, qu'on trouve une solution. Et c'est ça qui est agréable. Quand on fait un film, enfin ce film-là, pas pour toutes les scènes, mais pour ce genre de scène-là, j'ai dû trouver une solution avec les cascadeurs de Lyon pour comment est-ce qu'on fait pour vous faire croire que j'ai accéléré, que j'ai foncé dans un mec et il est passé de l'autre côté sans faire mal au cascadeur. Ça, c'était super bien. Ça a duré une journée entière parce qu'il faut faire beaucoup de plans, un plan à l'intérieur, à l'extérieur, sur le côté, tout ça. Il fallait réussir, ça j'ai bien aimé le faire. Et sinon, c'est toute la dernière partie, j'aime beaucoup l'aquarium. Mais je l'aime bien ce film, j'ai un peu honte de le dire, mais c'est vrai que quand je le regarde, non mais il y a un truc que j'aime bien parce que... Mais c'est parce qu'il appartient énormément aux acteurs aussi. C'est-à-dire ils l'ont tellement pris, j'ai eu tellement peu d'impulsion à leur donner qu'ils l'ont très vite pris pour eux. Et ça, c'est quel rêve pour un metteur en scène, c'est quand les acteurs, il n'y a plus besoin de rien leur dire. Ils le font, ouais. Ils savent mieux que toi jouer le personnage. Ça, c'était bien. Voilà. Merci. Alors, vous parlez de l'aquarium. Comment vous avez repéré cet aquarium? Je vous préviens, c'est long. En plus, c'est pas très intéressant. Je vais la faire, vous savez, la version abrégée, là. Alors, je cherche un aquarium où il y a des requins, des pingouins et des axolotls. Autant dire une trilogie infernale, la trilogie de l'enfer. C'est très difficile de trouver un aquarium. On me parle de Boulogne-sur-Mer. On me dit, vas-y, tu vas voir. J'arrive à Boulogne, je me fais accueillir par le directeur et l'attaché presse de l'aquarium, mais comme un prince. Bah, venez. Et là, il me montre le plus bel aquarium que j'ai vu dans ma vie. Un aquarium, je vous conseille d'aller le voir, franchement. Sublime. Il y avait des requins. Il y avait un panneau, on aurait dit un écran cinémascope. Il rentrait dans mon cadre, et c'était génial. Il y avait une tortue, il y avait un tunnel. Il y avait tout. Et à la toute fin, je dis, écoutez, votre aquarium il est sublime, si je peux le filmer, ça serait un honneur. Voilà. Évidemment, il y a une petite rémunération, ça va. Et le type me dit, écoutez, il n'y a pas de problème, en plus on est en travaux pendant le temps de votre tournage, mais on a un petit souci. Ah, alors je dis, quel est le petit souci? Vous allez tourner votre film à Lyon. Je dis oui. Et oui, mais les gens qui vont voir votre film, ils vont voir notre bel aquarium. Ils vont penser que notre bel aquarium est à Lyon. Je dis, ah oui, non, mais ça, ils ont l'habitude, les spectateurs. Ils savent que des fois, on reconstitue. Il m'a dit, écoutez, venez tourner à Boulogne-sur-Mer et vous avez l'aquarium. Je vous jure que c'est vrai. Hein. Il m'a dit, venez tourner. Je dis, non, il blague. J'ai mis 1 mois et demi à faire le deuil de l'aquarium de Boulogne-sur-Mer. Donc au final, je dois tourner à cet aquarium qui est magnifique aussi, d'ailleurs, que je vous conseille encore plus que d'aller à Boulogne. Là. Qu'est-ce qu'on s'en fiche d'un grand bassin là d'eau là? Non, à Brest. On a tourné à l'aquarium de Brest et ça c'était vraiment magnifique parce que tout d'un coup, ils nous ont ouvert les portes. C'était génial. Et vous voyez, par exemple, comment on fait un... Ça, on était quand on a montré le film au Festival de Cannes, quand on a écrit le scénario, il y avait les pingouins, la banquise,
le caviar, made in Iran. Je voulais voir cette image. C'était une image que je trouvais, je sais pas, c'était vraiment le comble de l'antinaturalisme. J'adorais cette image-là, je trouvais que c'était bien. Je la voulais, mon image. Donc, je vous dis, je vais dans des trucs, je cherche des pingouins. J'aurais pu à un moment donné dire, bon allez, on abandonne l'idée des pingouins, les gars, c'est trop compliqué. Non, non, je voulais les pingouins. Et le plan, il dure 4 secondes. Et quand on l'a projeté à Cannes, tout d'un coup, le plan, les gens, ils l'ont applaudi. Je dis, voilà, on a eu raison. J'étais tellement content. Bah merci, je me suis presque retourné dans le public, j'ai envie de leur dire merci d'applaudir. Il m'a coûté tellement d'énergie, ce plan de pingouin. Voilà. Merci. Long. Je vous avais dit que c'était long, hein, je vous avais dit. Oui, Alors, il y a une question par là? Oui. Oui, bonsoir Louis. Moi, c'est Jean-Pierre. Alors, je ne suis pas du village de Pessac, hein. Je suis de la ville de Gradignan. Pardon, d'accord. 30 000 habitants à côté. Donc, bravo pour ce film, hein, drôle, émouvant et pas du tout ennuyeux. D'ailleurs, j'ai apprécié de soit tourné à Lyon. On a vécu 10 ans à Lyon, on a retrouvé quelques décors de Lyon. Par 2 fois, j'ai pensé à Hitchcock. Est-ce que c'est une fausse impression? J'ai eu des sueurs froides. Bah en fait, comme il y a une scène de filature, on peut rien y faire. Il a fait la plus belle scène de filature au monde, donc on est obligé à un moment donné de faire la mini-citation, sinon on a l'air d'avoir des chaussures rouges et de faire semblant qu'elles soient vertes, quoi. Donc on est obligé de dire bon bah voilà, on fait la petite scène à la Hitchcock, on paye l'hommage à Hitchcock, ça c'est oublié. Et la deuxième, c'était quoi? Bah, c'est quand ils s'embrassent et quand la caméra tourne autour d'eux. Alors, on l'a retrouvé plusieurs fois, mais comme dans Sueur. J'y ai jamais pensé ça. Ah, comme dans Vertigo. Oui. Ah, c'est dingue ce que vous me dites là. J'ai jamais pensé. Non, parce qu'en plus je pensais que c'était en plus un. Ah oui, c'est fou. Ah oui, c'est qu'elle est incroyable parce qu'en plus j'avais emprunté cette figure qui appartenait à un cinéma impur. Vous voyez ce que je veux dire, un cinéma un peu pas noble, quoi. On tourne autour des gens qui s'embrassent, ça faisait pour moi. Mais j'aimais bien ça parce que moi j'aime beaucoup que ça soit impur, un film. Les gens qui veulent faire du cinéma pur, il faut vraiment qu'ils soient très talentueux pour que ça soit bien. Mais alors qu'il faut être impur, je trouve que c'est bien. Mais maintenant que vous me le dites, en fait, non, ça appartient à un grand film, Intervention circulaire. Ah oui, incroyable. Je l'ai copié inconsciemment. Voilà, c'est inconscient. Mais l'autre, oui, évidemment. La première filature, ça, c'est sûr que c'était. Mais c'était une manière aussi, si vous voulez, comme j'essayais vraiment, après d'avoir travaillé avec Jean-Claude Carrière, qui était un grand narrateur, quoi, qui savait raconter une histoire et qui essayait de jamais ennuyer, de dire, tu dois, Louis, faire en sorte que les gens ne s'attendent pas à la scène qui suit. Ça, c'était lui qui avait un génie pour ça. Bon, moi, j'ai pas du tout son talent. Je savais que j'allais à Lyon et j'aimais beaucoup le centre historique de Lyon et je me disais, je vais pas commencer à faire des... Je peux pas filmer Lyon si ça n'a pas un intérêt narratif. Et là, c'était le moment de la filature. Je disais, c'est le seul moment où les gens pourront accepter et auront du plaisir, parce que justement, on fera une petite filature. Elle était beaucoup plus longue en plus, mais on pourrait voir les grands quais et la couleur incroyable des immeubles à Lyon. Donc c'était vraiment le moment parfait pour moi, cette filature. Mais elle était longue, vous savez pas, au montage, je l'ai coupée. J'allais chez Guignol. J'avais fait tous les trucs typiques de Lyon. On voyait Rochdy qui allait au musée Guignol. Il n'existait même pas vraiment, on l'avait un peu fabriqué. On voyait Guignol qui était là. Bref. Finalement, j'ai coupé au montage parce que c'était trop long et ça se voyait. On me voyait en train de faire « Regardez la visite de Lyon !» et à Lyon-Guignol. Donc il fallait faire le bon équilibre, quoi. Je pensais à un truc. Qu'est-ce que vous m'avez dit, Hitchcock? Ah non, c'est tout, voilà. Les sueurs froides. Les sueurs froides. Non. Même la musique. Ah non, je sais pourquoi j'ai pensé. Ah non, ça y est. Ça n'a rien à voir. Et c'est ce que ça apprend de montrer les films, c'est que vous voyez ce plan de Lyon avec la brume au-dessus des... C'est un beau plan. On est allé le tourner un matin, on avait juste la caméra et tout d'un coup, il y avait un brouillard à la Londres, quoi. C'était magnifique, donc on fait ce plan, les cheminées, enfin, tout, c'était magnifique. Moi, quand je vois le plan, je suis ébahi parce que c'est les vieux toits de Lyon. Je sais pas, ça me fait penser à l'Italie, ça me fait penser à au chien des Baskerville, je sais pas pourquoi. Il est beau, quoi, il est romanesque, le plan est romanesque. Et je suis allé le montrer à Angoulême, le film. Il y a quelqu'un qui est venu me voir, qui m'a dit, écoutez, voilà votre film. J'ai pensé m'ennuyer, pas du tout. Je me suis pas ennuyé du tout. Par contre, les cheminées à Lyon, ça y va que ça fume. Grégory Doucet, je vais l'appeler, dis donc, le gars, il se fout pas de la gueule du monde. J'ai dit, Grégory qui? Parce qu'en fait, j'ai dit, mais qui est le monsieur qui vient me parler? C'était un homme politique, évidemment, d'Angoulême, qui, à mon avis, a dans le pif Grégory Doucet à Lyon, qui est le maire de la ville de Lyon, écolo, évidemment. Et lui, au moment de mon film,
Mon magnifique plan en cinémascope avec les cheminées, avec mon brouillard londonien, il a pensé à Grégory Doucet, dis donc, il se fait pas chier, les colos. Elle fume ses cheminées. Et donc ce jour-là, je me suis dit... Attends. Je me suis dit... Mais en fait, les spectateurs, quand ils regardent un film, ils pensent à des tas de trucs qu'on n'imagine jamais. Un truc de fou. Alors... Effectivement. Alors, est-ce qu'il y a une autre question à Pessac? Une dernière ou une avant-dernière? Bonsoir. Alors merci, une petite question. On se pose la question, pourquoi ne voit-on pas ce fameux axolotl? Et j'en profite pour aussi demander si vous aviez songé à une autre fin que celle que vous proposez actuellement. D'accord. Alors on voit pas l'axolotl parce qu'à Brest, il n'y en avait pas. Donc je sais pas. Vous voyez ce que c'est un axolotl là? Vous voyez la tête que ça a? C'est comme une petite salamandre comme ça avec une tête très rigolote qui sourit tout le temps. Comme ça. C'est très très marrant. Il y a un texte de Cortázar sur l'axolotl. Et donc en fait, je l'avais filmé à Lyon et en fait je me suis dit, je vais pas le mettre parce que ça aurait été inélégant de faire un gros blanc de l'axolotl. C'est aussi bête que ça. Pourquoi il n'y en a pas? Ça vous a manqué? Non mais c'est vrai qu'après j'y ai pensé, je me disais ça, j'ai jamais mis le plan finalement. C'est frustrant. C'est frustrant, d'accord. Non mais c'est honnête. Et la fin, oui, la fin était envisagée, pas différente, mais à un moment, il fallait qu'Abel se retrouve en prison, ça c'était sûr. Et à un moment donné, j'ai essayé de faire que Rochdy Michel soit aussi en prison. Et en fait, je sais pas, tout d'un coup, ça marchait à l'écrit et à l'écran, c'était pas compréhensible. Voilà. C'était physiquement pas compréhensible, on comprenait pas qu'ils étaient dans deux prisons différentes, qu'ils communiquaient par lettres. C'était trop compliqué. Alors finalement, il avait parlé, alors qu'il avait dit aux policiers qu'il parlait pas. C'était plus simple de... Je sais pas, la phrase était plus juste comme ça. Voilà. Alors, je vais poser la dernière question, qui est sur les films à venir que vous avez déjà tournés. Oui. Eh bien oui, parce que vous travaillez beaucoup, je dirais même énormément. Donc, nous allons avoir le plaisir d'accueillir Valéria Bruni-Tedeschi pour son film Les Amandiers, et vous jouez le rôle de Patrice Chéreau. Nous allons programmer bientôt L'ombre du Caravage de Michele Placido, et vous jouez le rôle de l'ombre. Oui. Un prêtre de l'Inquisition. Voilà. Et j'ai pas une tête de prêtre, mais les Italiens, vous savez, ils s'arrangent avec tout. Je dis, mais donc on a fait un film qui s'appelle plus L'ombre du Caravage, ça s'appelle Caravage maintenant. D'accord, ça a changé. Et enfin, on va vous retrouver dans la nouvelle version des Trois Mousquetaires, dans le rôle de Louis XIII. Louis XIII. Alors, un petit mot de chacun de ces films? Ah oui, oui, bien sûr. Le film de Valéria Bruni-Tedeschi, elle a fait l'école de Nanterre dans les années 80. Elle a été élève. C'est une école que Patrice Chéreau avait montée en parallèle de son activité de metteur en scène. Il avait monté cette école et c'était une école qui est mythique. Dont Valéria, là où Valéria a croisé Agnès Jaoui, Marc City, Laurent Gréville, enfin beaucoup d'acteurs. Et ça a été un moment fondateur dans sa vie d'actrice, dans sa vie d'artiste et surtout autour de la figure de Patrice Chéreau. Ce sont les années SIDA, les années aussi de la drogue qui se baladaient là-bas. Donc le film est très 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 beau. C'est toute une troupe de jeunes acteurs qui ont à peu près tous 20 ans, qui ont fait le film, qui jouent tous les élèves dont elle s'est inspirée, quoi. Enfin, qui jouent les... Enfin, vous avez compris. Et c'est très bien. Et donc elle m'a demandé, est-ce que tu veux bien jouer Patrice Chéreau? Enfin, prendre la responsabilité du rôle de Patrice Chéreau. Et je lui ai dit, moi c'est quelqu'un que j'avais rencontré plusieurs fois, grâce à elle aussi une fois, et grâce à Luc Bondy, qui est un metteur en scène avec qui j'avais travaillé. Et donc j'étais très heureux de faire ça, parce que j'ai tellement regardé des interviews de Patrice Chéreau, parce qu'il me fascinait. Il était comme personne. Son travail, je le connaissais, mais ses films et tout ça. Mais lui-même, il y a des gens comme ça qui sont inspirants. Donc j'ai dit, on va pas faire une imitation, je pourrais pas te faire je vais pas y ressembler quoi, à Patrice, mais on va faire une impression de Patrice Chéreau. Et l'impression de Patrice Chéreau, c'était un type qui travaillait jour et nuit, quoi, et qui était sur scène avec les acteurs, pas le genre de metteur en scène à rester dans la salle à donner des indications
parlait à voix haute, il était tout le temps avec ses acteurs, et c'est très beau de regarder, je vous le conseille, les documentaires où il met en scène, c'est très beau. Voilà, ça. Deuxièmement, c'était quoi? Le Caravage. Je ne l'ai pas vu le film, je ne peux pas vraiment en parler. Les Trois Mousquetaires. Ah, ça c'était une expérience. J'ai joué Robespierre dans un film qui s'appelle Un peuple et son roi. Je devais trahir Robespierre et jouer Louis XIII. C'était mon truc. Quand il m'a proposé Louis XIII, je me suis dit c'est bien, j'aurais fait les deux côtés. Et ça, c'est un film avec beaucoup de moyens. Vraiment une grande fresque. Je ne l'ai pas vu non plus, je ne peux pas vous dire comment c'est, mais à tourner, c'était génial. On a tourné à Fontainebleau, dans les châteaux de Henri IV. Oui, Henri IV. Puisque Louis XIII est l'enfant d'Henri IV qui a été assassiné vous savez bien, pendant les guerres entre les catholiques et protestants. Et Louis XIII a fait assassiner, c'est pas raconté dans le film, mais je vous raconte ce que j'ai lu de sa biographie qui est géniale. Il a fait à 15 ans, parce qu'il était orphelin de père à 8 ans, sa mère Catherine de Médicis était donc régente de France, il n'a pas pu gouverner. Elle était conseillée par un Italien, et à 15 ans, le fils a fait assassiner le conseiller de sa mère. Il a mis sa mère en exil. Son petit frère Gaston de France, qui était le préféré en fait de sa mère, en exil, il a dit c'est moi le roi, à 15 ans. Et ensuite sa mère, avec le petit frère, a comploté l'attentat, l'assassinat de son propre fils Louis XIII qui a raté. Et Louis XIII a dit je vous pardonne, maman et mon petit frère, revenez. Il a réintégré, il a fait réintégrer la mère et le fils. Voilà. Alors, un avant-dernier petit mot, peut-être quand même, puisque vous avez interprété Jean-Luc Godard. Ah oui, c'est pas du tout l'histoire des Trois Mousquetaires, ce que j'ai raconté. J'ai fait un hors-sujet total. Compris. Donc, les Trois Mousquetaires, François Civil d'Artagnan, Vincent Cassel, Athos, Romain Duris, Aramis. Tout le monde a dit oh, de joie ou pas? Ah oui, d'accord, j'ai eu peur. Oh non, pas Aramis, c'est bizarre. Romain Duris, Aramis. Pio Marmaille, Porthos. Eva Green, Milady. Et Vicky Krieps, la reine. Éric Ruff, Richelieu. Et plein d'autres acteurs. Et Louis Garrel, Louis XIII. Et Louis Garrel, Louis XIII. Voilà. Donc ça, c'est l'idée de dire, c'est le grand roman d'Alexandre Dumas. Donc ce serait un film en 2 parties. Au mois d'avril. D'Artagnan et ensuite Milady. Pour le mois d'avril. Pour le mois d'avril, je crois, oui, c'est ça. Alors, un mot sur Jean-Luc Godard, quand même, qui nous a quittés il y a 2 jours. Vous l'avez interprété? Oui. Dans un Qu'est-ce qu'il oui. représentait oui, dans Le Redoutable? Beaucoup de choses, parce que je pense qu'il tenait une galaxie de cinéma, tout le monde ensemble, et surtout il protégeait des gens qui sont dans la marge. Ça, c'est Nicole Brenez, qui est une professeure de cinéma à l'université, qui a dit ça dans Libération, et je trouvais ça très juste. Elle disait c'est difficile, quand on fait du cinéma pas commercial et du cinéma de recherche, la présence de Jean-Luc Godard, qui avait cette renommée mondiale et qui affectionnait la recherche de cinéma, c'est comme si c'était une figure très importante. Et c'est vrai que quand tout d'un coup il a disparu, on se dit c'est comme si il protégeait aussi tout le monde de ses frivolités. Il a fait 150 films dans sa vie. Je pense qu'il est du même niveau qu'Orson Welles. Jean-Luc Godard, c'est très très puissant. Et donc de protéger d'une certaine frivolité quelqu'un qui croit tellement, tout en disant qu'il y croit déjà plus, que le cinéma est déjà mort depuis longtemps. Tout ça, c'est aussi une manière de l'aimer trop fort, ou je sais pas. Tout d'un coup, quand il disparaît, on se dit oh, est-ce qu'on va arriver à y croire autant? Et voilà, c'est les grands artistes, ça fait ça. Ça fait tout d'un coup, quand ils partent, on se dit aïe, ça fait comme un pilier comme ça qui tombe. Mais donc voilà, donc j'encourage tous les gens. Mais j'imagine que tout le monde a vu tous ces films dans la salle. Là, voilà. Prénom, vous ennuyez au film de Jean-Luc Godard? Non. Donc, tous les jeunes gens qui n'ont pas vu ces films, si jamais vous ne les avez pas vus, par exemple toi qui as 12 ans, tu verras un jour, tu peux regarder Bande à part. Il y a peut-être des moments qui sont un peu... Mais regarde Bande à part de Jean-Luc Godard, tu vas rigoler. Et après, un tout petit peu plus grand, tu regarderas Pierrot le Fou. Tu vois, tout le monde, ils ont tous dit ah oui, ça c'est génial. Pierrot le Fou, ça tu vas voir, c'est extraordinaire. Et après, plus tard encore, tu pourras regarder, mais à 20 ans, 25 ans, Prénom Carmen. Ça c'est très bien aussi. Et même là, moi je trouvais que le film Socialiste, moi j'ai trouvé ça génial, avec Badiou qui parle sur le ferry, là, dans le ferry.
il parle à la salle vide, là, je trouvais ça bien. Mais ça, tu peux pas le regarder tout de suite. Enfin, si ça se trouve, t'es carrément... T'es super réveillé, tu peux regarder, mais... Parce que c'est pas si compliqué, en fait, Godard. C'est que il disait une chose très belle dans une conférence de presse, un jour, et un journaliste qui dit « Oui, vous comprenez, on n'a rien compris à votre film, il n'y a pas d'histoire. » Et lui, il dit « Mais je comprenais pas, moi, quand j'étais petit... » Je mentais aux gens, on me disait arrête de raconter des histoires, Jean-Luc, et maintenant que je fais des films, on me dit mais pourquoi tu racontes plus d'histoires? C'était très très joliment dit. Ça. Alors, on termine avec L'Innocent que vous avez présenté à Cannes et qui a été présenté après à Pauillac, au Vendanges du 7e art. Ah oui, alors là, c'est une journée très très particulière aujourd'hui. Je peux leur dire ou pas? Ah bah oui, bien sûr. Il y a un festival à Pauillac. On m'a dit Louis, bravo, tu as gagné le prix du jury à Pauillac avec L'Innocent. On m'a dit, tu as gagné une caisse de bouteilles de vin. Et moi, j'étais content, je me disais, extraordinaire. Et j'ai jamais vu la caisse, parce que j'ai pas pu y aller à Pauillac. Et je me suis dit, la productrice les a sifflés, les a revendus, je sais pas. Ou il y a quelqu'un qui y a eu un douanier bizarre qui a dû la piquer. J'en ai rien dit. Et je suis arrivé tout à l'heure, j'avais oublié. Et on m'a dit, tu sais que tu n'as toujours pas récupéré ton prix. Et donc, on m'a dit, devant tout le monde tout à l'heure, on te filera ton prix de Pauillac. Alors, je vais appeler la déléguée générale des Vendanges du 7e art. Jocelyne Aimé. On a été tenté, évidemment, de boire ces merveilleuses bouteilles. En fait, vous avez obtenu le prix à Pauillac des crus bourgeois exceptionnels. Et aujourd'hui, on a le plaisir de vous remettre les 14 bouteilles qui représentent donc pas votre grave, prix. Je pourrais rentrer. Voilà. Oh la beauté. Merci beaucoup. Vraiment très gentil. Merci beaucoup. Voilà, L'Innocent a été donc en compétition à Pauillac et vous avez eu donc ce merveilleux prix. Et merci. Je fais comme ça devant tout le monde ou pas? Non, ne vous risquez pas à le faire. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Merci Louis Garrel. Bonne chance pour le film qui... Attention. Voilà. Parce que là, vous avez le nom des châteaux ici. Voilà. Merci. À la semaine prochaine.